Quand la confiance se brise en mille éclats. L'argent peut-il vraiment acheter n'importe quoi? Cette question me hante depuis que j'ai découvert la vérité dans le tiroir secret de mon mari, caché sous une pile de factures impayées et de lettres de relance. Un chèque, 100 000 euros, avec une note griffonnée à la hâte. Pour une nuit avec votre femme. Merci de votre compréhension. AM. Je fixe ce bout de papier, les mains tremblantes, et je me demande, combien de temps faut-il pour que l'amour d'une vie entière s'évapore? La réponse, je l'ai appris ce mardi matin, exactement le temps qu'il faut pour lire 23 mots. Mon nom est Céleste Moreau, et jusqu'à aujourd'hui, je pensais connaître l'homme que j'ai épousé il y a 12 ans. Marc, mon Marc aux yeux noisettes qui me regardait comme si j'étais la 8e merveille du monde, celui qui m'offrait des marguerites du jardin parce qu'il prétendait que les roses étaient trop banales pour moi. Celui qui, apparemment, vient de me vendre pour le prix d'une voiture de luxe. La maison est silencieuse. Les enfants sont à l'école. Emma, 8 ans, avec ses nattes blondes qui dansent quand elle rit. Et Thomas, 10 ans, qui ressemble de plus en plus à son père chaque jour. Ils ignorent tout de la tempête qui gronde dans le cœur de leur mère. Ils ignorent que leur monde parfait, construit sur des mensonges soigneusement orchestrés, s'effrite sous mes pieds. Je repense aux derniers mois. Marc rentrait tard, prétextant des heures supplémentaires à l'agence immobilière. Il évitait mon regard au petit déjeuner, répondait par monosyllabes à mes questions. Je mettais cela sur le compte du stress professionnel. Après tout, le marché immobilier traverse une crise, et Marc a toujours été perfectionniste, se rongeant les ongles quand les ventes stagnaient. Mais maintenant, les pièces du puzzle s'assemblent avec une clarté brutale. Les appels téléphoniques qu'il prenait dans le jardin, parlant à voix basse. Les week-ends où il disparaissait pendant des heures, soi-disant pour prospecter de nouveaux clients. Cette nervosité constante qu'il habitait, comme s'il portait un secret trop lourd pour ses épaules. Le chèque porte la signature d'un certain A. Moncler. Ce nom ne me dit rien, mais il résonne dans ma tête comme une sentence. Qui est cet homme qui croit pouvoir m'acheter? Et surtout, qu'est-ce qui a poussé Marc à accepter une transaction aussi sordide? Je me dirige vers l'ordinateur familial, installé dans le petit bureau que Marc et moi partageons. Mes doigts tapent frénétiquement sur le clavier. A. Moncler. Les résultats affluent. Antoine Moncler, PDG d'une multinationale, fortune estimée à plusieurs centaines de millions d'euros. Un homme de 60 ans, marié, père de famille, mais dont la réputation sulfureuse fait régulièrement les gros titres des journaux à scandale. Les photos le montrent toujours entouré de femmes magnifiques, beaucoup plus jeunes que lui. Sa femme, Viviane Moncler, héritière d'une famille de banquiers, affiche un sourire figé lors des galas de charité, mais ses yeux trahissent une résignation qui me glace le sang. Cet homme collectionne les aventures comme d'autres collectionnent les timbres, et apparemment, Marc lui a offert la prochaine pièce de sa collection. Mon téléphone vibre. Un message de Marc, rentre tard ce soir. Ne m'attends pas pour dîner. Je t'aime. Je t'aime. Ces 3 mots qui autrefois me faisaient sourire sonnent aujourd'hui comme une moquerie. Comment peut-on prétendre aimer quelqu'un tout en le vendant au plus offrant? Je décide de fouiller davantage. Dans le tiroir du bas, je trouve d'autres documents qui me font l'effet d'autant de gifles. Des lettres de la banque menaçant de saisir la maison. Des factures impayées s'étalant sur plusieurs mois. Marc nous a caché l'ampleur de notre situation financière. Nous sommes ruinés, ou presque. Tout prend sens maintenant. Les économies drastiques que Marc présentait comme de la prudence. Sa façon de détourner la conversation quand j'évoquais nos projets de vacances. Les nuits où je l'entendais faire les 100 pas dans le salon, se croyant seul avec ses angoisses. Mais même la détresse financière peut-elle justifier l'injustifiable? Même l'amour pour sa famille peut-il pousser un homme à franchir certaines lignes rouges? Un bruit de clé dans la serrure me fait sursauter. Marc rentre plus tôt que prévu. Je referme précipitamment le tiroir, mais le chèque reste dans ma main, brûlant comme un fer rouge. Mon cœur bat si fort que j'ai peur qu'il l'entende depuis l'entrée. « Céleste, tu es là ?» Sa voix résonne dans le couloir, teintée de cette fausse désinvolture qui me paraît maintenant si évidente. Je glisse le chèque dans la poche de mon jean et me compose un visage neutre. 12 ans de mariage m'ont appris à masquer mes émotions quand il le faut, mais jamais l'enjeu n'a été aussi crucial. Je suis dans le bureau. Ma voix tremble légèrement. J'espère qu'il ne le remarquera pas. Marc apparaît dans l'encadrement de la porte. Ses cheveux bruns commencent à grisonner aux tempes et des rides de fatigue marquent son visage. Il me sourit, mais son sourire ne remonte pas jusqu'à ses yeux. Cet homme que j'ai aimé passionnément me paraît soudain étranger, comme si je le voyais pour la première fois. « Tu cherchais quelque chose ?» demande-t-il en remarquant que je suis debout près de son bureau. « Non, je voulais juste vérifier nos comptes. »
Il se raidit imperceptiblement. Nos comptes vont bien, ne t'inquiète pas. Mensonge. Le mot résonne dans ma tête comme un couperet. Combien de mensonges as-tu semé, Marc? Combien de vérités as-tu enterrées sous tes faux sourires et tes « je t'aime » de façade? Marc, je m'interromps. Une partie de moi veut tout déballer maintenant, agiter le chèque sous son nez et exiger des explications. Mais une autre partie, plus sage ou plus lâche, me retient. J'ai besoin de comprendre l'ampleur de cette trahison avant de l'affronter. Tu quoi? Il s'approche, pose sa main sur mon épaule. Ce geste, autrefois rassurant, me fait maintenant l'effet d'une brûlure. Rien. Je suis fatigué. C'est tout. Il m'attire contre lui, et je dois mobiliser toute ma volonté pour ne pas me débattre. Son étreinte me répugne maintenant, mais je dois jouer la comédie encore un peu. J'ai besoin de temps pour élaborer un plan. Tu as l'air soucieuse depuis quelques jours, murmure-t-il contre mes cheveux. Quelque chose ne va pas. L'ironie de la situation me donne envie de rire ou de pleurer. Je ne sais plus. C'est lui qui me demande si quelque chose ne va pas, lui qui a orchestré la plus grande trahison de notre mariage. Non, tout va bien. C'est juste la fatigue de la rentrée, avec les enfants. Il acquiesce, soulagé de ne pas avoir à creuser davantage. Nous restons enlacés quelques secondes de plus, et je profite de ce moment pour observer son visage. Cherche-t-il des signes de suspicion dans mes yeux? A-t-il peur que je découvre la vérité, ou est-il si arrogant qu'il croit pouvoir me tromper éternellement? Le téléphone de Marc sonne. Il sursaute, comme pris en flagrant délit, et décroche rapidement. « Allô ?» Sa voix s'est tendue. « Ah, c'est toi? Non, pas maintenant? Je te rappelle plus tard. » Il raccroche et me sourit, mais ses mains tremblent légèrement. « Un client, dit-il comme pour se justifier. Nouveau mensonge. Je commence à les compter, ces petites trahisons quotidiennes qui, mises bout à bout, constituent une tromperie monumentale. Les enfants rentrent de l'école dans un tourbillon de rires et de cartables abandonnés. Emma se jette dans mes bras et son innocence me brise le cœur. Que vont-ils penser de leur père quand la vérité éclatera? Que vont-ils penser de leur mère qui a été traitée comme une marchandise? Maman, tu pleures? Emma lève vers moi ses grands yeux bleus inquiets. Non, ma chérie, j'ai juste quelque chose dans l'œil. Thomas, plus observateur, me scrute avec attention. À 10 ans, il commence à comprendre les non-dits des adultes, à déceler les tensions sous les sourires forcés. Pendant le dîner, Marc fait des efforts surhumains pour paraître normal. Il plaisante avec les enfants, me complimente sur le rôti, raconte des anecdotes amusantes sur ses clients. Mais je vois bien qu'il joue un rôle comme un acteur amateur sur les planches d'un théâtre de quartier. La soirée s'étire, interminable. Les enfants font leurs devoirs, Marc regarde la télévision, et moi, je tourne en rond comme une âme en peine. Le chèque dans ma poche me brûle, et je dois résister à l'envie de le sortir à chaque instant. Quand enfin les enfants sont couchés, Marc et moi nous retrouvons seuls dans notre chambre. Cette intimité que j'ai toujours chérie me paraît maintenant oppressante. « Tu viens te coucher ?» demande-t-il en décrochant sa chemise. « Dans 1 minute. Je vais juste vérifier que les enfants dorment bien. » Je sors de la chambre et me réfugie dans la salle de bain. Face au miroir, je découvre une femme que je ne reconnais plus. Mes yeux verts, habituellement pétillants, sont ternes et cernés. Mes cheveux châtains, que Marc aimait caresser, pendent tristement le long de mon visage. À 34 ans, je me sens vieilli de 10 ans en une seule journée. Je sors le chèque de ma poche et le relis encore une fois, espérant secrètement qu'il s'agit d'un mauvais rêve. Mais non, l'encre est bien réelle, la signature authentique, et la somme, cette somme qui représente le prix que Marc a fixé pour ma dignité. Un plan germe lentement dans mon esprit. Si cet Antoine Monclerc croit pouvoir m'acheter, il va avoir une surprise. Et si Marc pense pouvoir me vendre sans que je m'en aperçoive, il se trompe lourdement. Mais d'abord, je dois en savoir plus. Qui est vraiment cet homme? Quelles sont ses intentions exactes? Et surtout, quand cette transaction sordide est-elle censée avoir lieu? Je retourne dans la chambre. Marc fait semblant de dormir, mais sa respiration trop régulière le trahit. Lui aussi a du mal à trouver le sommeil, rongé par la culpabilité ou par l'appréhension. Je ne sais pas. Je me glisse sous les draps en prenant soin de ne pas le toucher. Cette distance physique, nouvelle entre nous, semble creuser un gouffre dans notre lit matrimonial. Nous qui avions l'habitude de nous endormir enlacés, nous voilà maintenant séparés par un mur invisible fait de mensonges et de trahisons. Dans l'obscurité, je fixe le plafond et je réfléchis. Demain, je commencerai mon enquête. Je découvrirai tout sur Antoine Monclerc, sur ses motivations, sur ses méthodes. Je remonterai le fil de cette histoire sordide
jusqu'à comprendre comment mon mari a pu en arriver là. Et quand j'aurai toutes les cartes en main, quand je connaîtrai tous les détails de cette transaction, alors seulement j'agirai. Mais d'ores et déjà, une certitude s'ancre dans mon cœur. Plus jamais Marc ne me mentira. Plus jamais il ne prendra de décision qui me concerne sans mon consentement. Cette nuit marque la fin de ma naïveté. Demain commencera ma quête de vérité. Mais une question continue de me hanter dans le silence de notre chambre. Que fera Antoine Moncler quand il découvrira que la femme qu'il croit avoir achetée a décidé de reprendre le contrôle de sa propre vie? Chapitre 2. Quand les masques tombent. Avez-vous déjà eu l'impression que votre vie entière n'était qu'une façade? Le lendemain matin, en préparant le petit déjeuner pour les enfants, cette question me obsède. Mes gestes sont mécaniques, tartines beurrées, chocolat chaud, bisous sur le front avant le départ pour l'école. Mais à l'intérieur, je brûle d'une rage froide qui menace de tout consumeur. Marc a quitté la maison tôt, prétextant un rendez-vous important. Un gros client, a-t-il murmuré en m'embrassant distraitement sur la joue. Encore un mensonge, j'en suis certaine maintenant. Chaque parole qui sort de sa bouche me paraît suspecte. Chaque sourire forcé renforce ma conviction qu'il me cache quelque chose d'énorme. Dès que les enfants sont partis et que le silence retombe sur notre maison de banlieue, je passe à l'action. Mon premier objectif, en savoir plus sur Antoine Moncler. Si cet homme croit pouvoir m'acheter, il faut que je comprenne à qui j'ai affaire. J'ouvre mon ordinateur portable et commence mes recherches approfondies. Les articles de presse révèlent un personnage complexe et troublant. Antoine Moncler n'est pas seulement un homme d'affaires prospère, c'est un prédateur qui a bâti sa fortune sur la manipulation et l'intimidation. Plusieurs témoignages anonymes évoquent ses méthodes peu orthodoxes pour obtenir ce qu'il veut, que ce soit dans les affaires ou dans sa vie privée. Un article du magazine Révélation attire particulièrement mon attention. Il date de l'année dernière et s'intitule « Antoine Moncler, les dessous d'un empire ». Le journaliste y décrit un homme obsédé par le pouvoir et la possession, capable de dépenser des fortunes pour assouvir ses désirs les plus sombres. L'article mentionne plusieurs femmes qui auraient été approchées par Moncler via leur mari endetté. Toutes ont refusé de témoigner à visage découvert, par peur des représailles. Mon sang se glace. Je ne suis donc pas la première. Moncler a un système, une méthode rodée pour s'approprier les épouses d'hommes en difficulté financière. Marc n'est qu'un pion dans un jeu pervers qui me dépasse. Je continue mes recherches et tombe sur le site web de l'entreprise de Moncler. Les photos officielles le montrent dans son bureau luxueux, souriant face à l'objectif. Mais quelque chose dans son regard me met mal à l'aise. C'est le regard d'un homme habitué à obtenir tout ce qu'il désire par n'importe quel moyen. Mon téléphone sonne. C'est ma meilleure amie, Sophie, qui appelle pour notre conversation hebdomadaire. « Salut beauté, comment tu vas? Tu as l'air bizarre depuis quelques jours. » Sophie me connaît par cœur. Nous sommes amis depuis le lycée et elle a toujours su déceler mes humeurs avant même que je n'en prenne conscience. Tout va bien, je mens, mais ma voix me trahit. « Céleste, arrête tes conneries. Je sens que ça ne va pas. C'est Marc? Les enfants? » J'hésite un instant. Puis je me lance. « Sophie, si tu découvrais que ton mari t'a trahi de la pire façon possible, qu'est-ce que tu ferais? » Un silence s'installe à l'autre bout du fil. Puis Sophie répond d'une voix grave. « Je viendrai te voir immédiatement. J'arrive dans 1 heure. » En attendant Sophie, je continue à fouiller dans les affaires de Marc. Dans son ordinateur, protégé par un mot de passe que je devine facilement, c'est notre date d'anniversaire de mariage. Quelle ironie! Je découvre des échanges de mails qui me donnent la nausée. Le premier mail de Moncler à Marc date d'il y a 6 mois. « Monsieur Moreau, j'ai entendu parler de vos difficultés financières par des connaissances communes. Je pourrais peut-être vous aider à résoudre vos problèmes de liquidité. En échange, j'aimerais vous rencontrer pour discuter d'une proposition qui pourrait nous être mutuellement bénéfique. Cordialement, Antoine Moncler. » La réponse de Marc, envoyée le jour même, me fait honte. « Monsieur Moncler, je vous remercie pour votre message. Je suis effectivement dans une situation délicate et serais ravi de vous rencontrer pour discuter de votre proposition. Bien à vous, Marc Moreau. » Les échanges suivants révèlent une escalade glaçante. Moncler commence par proposer de racheter les dettes de Marc en échange de services. Puis, petit à petit, il devient plus explicite. Il évoque ma beauté, qu'il a remarquée lors d'une soirée caritative où Marc et moi étions présents l'année dernière. Il parle de son intérêt pour moi, de sa volonté de me connaître mieux. Et Marc négocie. Il négocie le prix de sa propre femme comme on marchanderait une voiture d'occasion. Les emails révèlent une progression horrifiante. Marc commence par refuser catégoriquement. Puis,
Au fur et à mesure que ces dettes s'accumulent et que les huissiers menacent, sa résistance s'effrite. Le mail qui scelle le raccord immonde me fait vomir. Monsieur Moncler, après mûre réflexion, j'accepte votre proposition. Une soirée avec ma femme contre l'effacement de toutes mes dettes et le versement de 100 000 euros. Au petit matin, je vais lui offrir une dernière chance de me dire la vérité. Chapitre 3. Les dernières illusions. À quoi ressemble le petit déjeuner d'une femme qui va tester la loyauté de son mari pour la dernière fois? Je verse le café dans sa tasse préférée, celle que les enfants lui ont offerte pour la fête des pères avec l'inscription « Papa d'amour ». L'ironie me brûle la gorge plus que la première gorgée de café brûlant. Marc descend habillé avec un soin inhabituel. Costume gris anthracite, chemise blanche impeccable, cravate bleue que je ne lui ai jamais vue. Il s'habille pour l'occasion, pour livrer sa marchandise dans les meilleures conditions. Cette pensée me donne la nausée. « Tu es élégant ce matin », je remarque en lui tendant sa tasse. Il rougit légèrement. J'ai plusieurs rendez-vous importants aujourd'hui. Les enfants dévalent l'escalier dans leur habituel tourbillon matinal. Emma réclame ses céréales préférées. Thomas cherche son livre de géographie. Cette normalité quotidienne contrastant avec la tempête qui gronde dans ma poitrine me donne le vertige. Une fois les enfants partis à l'école, je me tourne vers Marc qui finit son café en consultant nerveusement ses messages. « Marc, j'aimerais qu'on parle. » Sa main se crispe autour de sa tasse. « Maintenant? Je suis vraiment pressé. Ça ne prendra qu'1 minute. » Je m'assois face à lui, plongeant mon regard dans le sien. Ces derniers temps, j'ai l'impression que tu me caches quelque chose. Nos finances, ton travail, tu me fais des cachotteries? Il évite mon regard, fixant obstinément le fond de sa tasse. Mais non, voyons, tout va bien. Marc, regarde-moi. Ma voix se fait plus ferme. Si tu avais des problèmes, des vrais problèmes, tu me le dirais, n'est-ce pas? On est mariés, on est partenaires dans la vie. Il ne devrait y avoir aucun secret entre nous. Un silence étire, lourd de tous les non-dits. Marc lève enfin les yeux vers moi, et j'y lis une détresse profonde mêlée à quelque chose qui ressemble à de la culpabilité. Pendant un instant, j'espère qu'il va craquer, tout me dire, me supplier de lui pardonner. J'espère qu'au fond, l'homme que j'ai aimé existe encore quelque part sous les mensonges. Céleste, Il s'interrompt, secoue la tête. Non, tout va vraiment bien. Tu t'inquiètes pour rien. Et voilà, ma dernière chance vient de s'envoler. Marc a choisi de persister dans ses mensonges jusqu'au bout. Il préfère me mentir en face plutôt que d'avouer sa trahison et de chercher ensemble une autre solution. D'accord? Je murmure. Alors tout va bien. Il se lève, m'embrasse distraitement sur le front comme il le fait depuis des années, et se dirige vers la porte. Au moment de sortir, il se retourne. Au fait, ce soir, ne m'attends pas pour dîner. J'ai une réunion qui risque de se prolonger. Une réunion? Oui, avec des investisseurs potentiels. Ça pourrait nous sortir de... Il s'arrête, réalisant qu'il allait avouer nos difficultés financières. Ça pourrait être une bonne opportunité professionnelle. Même maintenant, même en préparant ma livraison à un prédateur, il continue à mentir. Cette constatation achève de briser quelque chose en moi. Je comprends. Bonne journée, Marc. Bonne journée, ma chérie. Dès que la porte se referme, je me précipite sur mon téléphone pour appeler Sophie. Il a eu sa chance. Je lui annonce sans préambule. Je lui ai tendu la perche ce matin. Il a préféré continuer à mentir. Alors on passe au plan B? On passe au plan B. Tu as du nouveau sur Moncler? Oui, et ce n'est pas joli. Mon contact à la police m'a confirmé que plusieurs plaintes ont été déposées contre lui au fil des ans, mais jamais rien de concret. Il a des avocats redoutables et s'est brouillé les pistes. Mais Céleste, j'ai trouvé quelque chose d'autre. Quoi? Une ancienne employée de son entreprise a accepté de me parler à condition de rester anonyme. Elle m'a raconté que Moncler tient un carnet noir avec les noms et photos de toutes les femmes qu'il a approchées. Il collectionne ses conquêtes comme des trophées. L'idée que mon visage puisse figurer dans ce carnet ignoble me révulse. Combien sont-elles? D'après ce témoin, au moins une dizaine sur les 5 dernières années. Toujours le même mode opératoire, il repère des couples en difficulté financière, approche le mari et négocie. Et les femmes, elles ont accepté? Certaines, par contrainte ou par désespoir. D'autres ont refusé et ont dû fuir leur ville pour échapper aux pressions. Une seule a tenté de porter plainte. Elle a retiré sa plainte quelques semaines plus tard, après avoir reçu des menaces. Un frisson me parcourt. Dans quoi Marc nous a-t-il embarqués? Sophie,
J'ai besoin que tu m'accompagnes ce soir. Où ça? Au Bristol. Je veux voir la tête de Montclair quand il découvrira que sa proie a des dents. L'après-midi passe lentement. Pour donner le change au cas où Mark me ferait surveiller, je vais effectivement chez le coiffeur. Autant être présentable pour ma confrontation avec le diable. La coiffeuse, bavarde comme à son habitude, me raconte les potins du quartier sans remarquer ma tension. « Vous allez où ce soir, Madame Moreau? Vous avez l'air d'avoir quelque chose de spécial de prévu. » Si elle savait, juste un dîner, je réponds évasivement. De retour à la maison, je trouve un message de Mark sur le répondeur. « Ma chérie, tout est confirmé pour ce soir. Ne m'attendez pas, je rentrerai très tard. Bisous aux enfants. » Il ne dit même plus « je t'aime » à la fin de ce message. Cette habitude de 12 ans s'est évaporée, comme tout le reste de notre mariage. Ma sœur vient chercher Emma et Thomas pour la soirée, comme prévu. Elle pense que Mark et moi vont organiser une soirée en amoureux. Si elle savait la vérité, à 19 heures, je suis prête. Robe noire élégante, talons, maquillage parfait. Je ressemble à une femme qui se rend à un rendez-vous romantique, pas à quelqu'un qui va affronter son proxénète de mari et son client prédateur. Sophie arrive avec son matériel d'enregistrement discret et son appareil photo. Tu es sûr de vouloir faire ça? On peut encore appeler la police. Non. J'ai besoin de regarder Mark dans les yeux au moment où il comprendra que son petit plan s'effondre. J'ai besoin qu'il sache que je sais. Nous arrivons au Bristol à 19h45. L'hôtel 5 étoiles brille de tous ses feux, temple du luxe parisien où les puissants viennent assouvir leurs désirs les plus inavouables. Sophie se poste discrètement dans le hall avec son matériel, tandis que je me dirige vers le bar. À 20h précises, Mark fait son entrée. Mon estomac se noue en le voyant scruter les lieux, nerveux mais déterminé. Il porte le même costume que ce matin, mais il a changé de cravate. Une cravate rouge sang. Même ses choix vestimentaires me révulsent maintenant. Quelques minutes plus tard, Antoine Montclair fait son apparition. En chair et en os, il est encore plus répugnant que sur les photos. Grand, corpulent, avec un sourire carnassier et des yeux froids qui semblent déjà me déshabiller. Il s'approche de Mark, lui serre la main comme s'il concluait un banal contrat commercial. Je les observe depuis ma table, le cœur battant. Ils discutent à voix basse, Montclair sort une enveloppe qu'il tend à Mark. L'argent change de main. La transaction est officielle. Mark regarde autour de lui, cherchant visiblement quelqu'un. Moi, il cherche la marchandise qu'il a promise. Son épouse, la mère de ses enfants, la femme qui a partagé sa vie pendant 12 ans. C'est à ce moment que je me lève et que je marche vers eux. L'expression de Mark quand il me voit approcher restera gravée dans ma mémoire pour l'éternité. D'abord la surprise, puis la confusion, enfin l'horreur quand il comprend que je sais tout. « Bonsoir, messieurs », je dis d'une voix claire en arrivant à leur table. « Je crois que vous m'attendiez. » Montclair se lève, souriant, tendant déjà la main pour me saluer. « Madame Moreau, quel plaisir de vous rencontrer enfin. Votre mari m'a beaucoup parlé de vous. » J'imagine, je réponds en ignorant sa main tendue. « Et vous, monsieur Montclair, vous avez beaucoup parlé à mon mari, n'est-ce pas ?» Le sourire de Montclair vacille légèrement. Mark, lui, est livide. Il a compris que son petit plan vient de partir en fumée. « Céleste, balbutie-t-il. Qu'est-ce que tu fais là? » « Moi ?» Je souris, d'un sourire aussi froid que celui de Montclair. « Je viens honorer le contrat que tu as signé en mon nom. Après tout, tu as déjà encaissé l'argent, n'est-ce pas? » L'enveloppe dépasse encore de la poche de Mark. La preuve tangible de sa trahison. Il y a un malentendu. Commence Montclair, mais je le coupe. Il n'y a aucun malentendu. Vous avez payé mon mari 100 000 € pour passer une soirée avec moi. Voilà votre argent. Voici votre femme. Tout est parfaitement clair. Les autres clients du bar commencent à nous regarder. Ma voix porte et la situation devient gênante pour ce messieurs qui préfèrent habituellement la discrétion. « Céleste, s'il te plaît, ne fais pas de scandale. » supplie Mark à voix basse. « Un scandale? Mais pourquoi? Tu devrais être fier de ton ingéniosité. Vendre sa propre épouse, quelle brillante idée! » Montclair commence à reculer. Cet homme habitué à dominer les situations se trouve soudain déstabilisé par une proie qui refuse de jouer le rôle de la victime. « Écoutez, madame, je pense qu'il y a effectivement un malentendu. Je vais vous laisser régler cela entre vous. »« Oh non !» Ma voix se fait plus forte. « Vous ne partez pas comme ça. Vous avez payé pour une soirée avec moi. Vous allez la voir. Asseyez-vous. » Le hall de l'hôtel se fige. Les clients, le personnel, tous nous regardent maintenant.
Sophie, depuis son poste d'observation, immortalise chaque instant. Vous voulez savoir quel effet ça fait d'être vendu par son propre mari? Je continue en fixant Montclair. Vous voulez connaître le goût des larmes d'une femme trahie? Vous voulez entendre le bruit que fait un cœur qui se brise quand on découvre que l'homme qu'on aime vous a mis aux enchères? Montclair tente de fuir, mais je le suis, haussant encore la voix. Monsieur Montclair, votre marchandise vous parle. N'êtes-vous pas satisfait de votre achat? C'est alors que Marc explose. Ça suffit. Tu nous ridiculises. Je me tourne vers lui et toute la colère accumulée depuis la découverte du chèque jaillit enfin. Je nous ridiculise? C'est moi qui nous ridiculise? Marc, tu viens de vendre ta femme à un inconnu. Tu as négocié le prix de mon corps comme on négocie celui d'une voiture. Et c'est moi qui nous ridiculise? Le silence qui suit est assourdissant. Tous les regards convergent vers nous. Marc, décomposé, semble rapetissé à vue d'œil. Montclair a disparu, probablement sorti par une sortie de service. Céleste, je peux tout expliquer. Murmure Marc. M'expliquer quoi? Que tu m'as vendu pour 100 000 euros. Que tu as menti sur nos finances pendant des mois. Que tu étais prêt à me livrer à ce prédateur sans même me demander mon avis. J'étais désespéré. Les dettes, j'allais tout perdre. Nous allions tout perdre. Nous, Marc, tu n'étais pas seul dans cette galère. Mais au lieu de m'en parler, au lieu de chercher une solution ensemble, tu as préféré faire de moi une prostituée. Marc tente de m'attraper le bras, mais je me dégage violemment. Ne me touche plus jamais. Plus jamais. Je sors de l'hôtel à tête haute, suivi par Sophie qui a tout enregistré. Derrière moi, Marc reste planté au milieu du hall, tenant toujours l'enveloppe de son infamie, sous les regards réprobateurs de tous les témoins de sa honte. Dans la voiture, Sophie me serre dans ses bras pendant que je m'effondre enfin. C'est fini, je sanglote. 12 ans de mariage, c'est fini. Non, ma chérie, c'est le début de ta vraie vie, celle où personne ne pourra plus te vendre, te trahir ou te mentir. Elle a raison. Ce soir marque la fin de ma naïveté, mais aussi le début de ma liberté. Marc vient de perdre bien plus que 100 000 euros. Il vient de perdre sa famille. Et demain, il va découvrir que les conséquences de ses actes ne font que commencer. Chapitre 4. Le poids des conséquences. Connaissez-vous cette sensation étrange qui vous envahit quand votre vie bascule irrémédiablement? Cette nuit-là, allongé dans le lit d'amis de Sophie, je fixe le plafond en réalisant que je ne suis plus la même femme qu'hier. La Céleste d'avant aurait pleuré, supplié, cherché le pardon. La Céleste d'aujourd'hui planifie sa vengeance et sa reconstruction. À 6 heures du matin, mon téléphone explose. 15 appels manqués de Marc, une dizaine de messages de plus en plus désespérés. Céleste, rentre à la maison. On peut arranger ça. S'il te plaît, réfléchis aux enfants. Je t'aime, j'ai fait une erreur monumentale, mais je t'aime. Réponds-moi, bordel, où es-tu? Cette progression de la supplication à la colère me confirme que j'ai bien fait de partir. L'homme qui m'aimait vraiment aurait commencé par s'excuser, pas par exiger mon retour. Sophie me trouve dans sa cuisine, déjà habillée et buvant mon 3e café. Tu n'as pas dormi? Comment veux-tu que je dorme? Dans quelques heures, je dois expliquer à mes enfants pourquoi leur mère a quitté leur père. Comment on explique ça à un garçon de 10 ans et une fillette de 8 ans? On leur dit la vérité, adaptée à leur âge, mais la vérité. Mon téléphone sonne à nouveau. Cette fois, c'est un numéro inconnu. Je décroche avec méfiance. Madame Moreau? La voix est grave, officielle. Maître Dubois, avocat. Votre mari m'a contacté ce matin. Il souhaitait organiser une médiation pour éviter les débordements d'hier soir. Les débordements? Ma voix monte d'un cran. C'est comme ça qu'il appelle le fait que j'ai découvert qu'il me prostituait. Un silence gêné à l'autre bout du fil. Madame, votre mari prétend qu'il y a eu un malentendu. Maître, je vais vous expliquer le malentendu. Mon mari a négocié pendant des mois avec un prédateur sexuel pour me vendre une soirée contre 100 000 euros. J'ai les emails, les preuves de paiement et des témoins de la transaction. Le seul malentendu, c'est que Marc croyait pouvoir faire ça dans mon dos. Je vois. Dans ce cas, accepteriez-vous de me rencontrer? Nous pourrions discuter des modalités d'une séparation à l'amiable. À l'amiable? Je ris amèrement. Non, maître, cette séparation ne sera pas à l'amiable. Votre client va découvrir ce que coûte vraiment la trahison. Je raccroche et me tourne vers Sophie qui a suivi la conversation avec attention. Tu vas vraiment aller jusqu'au bout? Sophie, hier soir, j'ai humilié Marc et Montclair dans le hall du Bristol. Mais ce n'était que le début.
Je veux que tout le monde sache qui sont vraiment ces hommes. Tu joues avec le feu. Montclair a des moyens, des relations. Et moi, j'ai la vérité. Et depuis hier, j'ai aussi quelque chose que je n'avais plus depuis des années. Je n'ai plus rien à perdre. À 9 heures, je vais chercher les enfants chez ma sœur. Emma se jette dans mes bras comme si je revenais d'un voyage de plusieurs mois. Thomas, lui, m'observe avec cette gravité précoce qui me brise le cœur. Maman, pourquoi tu n'étais pas à la maison ce matin? Papa a dit que tu étais parti tôt pour le travail, mais tu ne travailles pas. Les mensonges de Marc contaminent même nos enfants maintenant. Cette constatation renforce ma détermination. Les enfants, il faut qu'on parle. Asseyez-vous. Je choisis mes mots avec soin, expliquant que papa et maman traversent des difficultés, que parfois les adultes font des erreurs très graves, que nous allons vivre séparément pendant quel temps. Emma éclate en sanglots. C'est ma faute? J'ai été méchante? Non, ma chérie. Ce n'est la faute de personne d'autre que de papa et maman. Vous n'avez rien fait de mal. Thomas, lui, pose la question qui tue. Papa a fait quoi comme erreur? Comment expliquer à un enfant de 10 ans que son père a tenté de prostituer sa mère? Comment préserver son innocence tout en lui faisant comprendre la gravité de la situation? Papa a pris des décisions concernant maman sans lui demander son avis. Des décisions très importantes qui ont brisé notre confiance. Comme quand Emma a donné mon jeu vidéo à son copain sans me demander. En beaucoup plus grave, mon cœur. Beaucoup plus grave. L'après-midi, nous nous installons temporairement chez Sophie. Les enfants, perturbés mais résilients comme savent l'être les enfants, explorent leur nouveau territoire avec curiosité. Moi, je prépare ma contre-attaque. Premier objectif, rassembler tous les éléments du dossier. Les emails entre Marc et Montclair, les preuves de nos dettes, les témoignages que Sophie a recueillis. Je veux un dossier béton avant d'aller voir un avocat. Deuxième objectif, protéger les enfants. Marc va forcément essayer de les retourner contre moi, de minimiser ses actes, de se présenter en victime. Je dois anticiper ses mouvements. Troisième objectif, faire payer Montclair. Ce prédateur a détruit ma famille, mais il a aussi détruit d'autres familles avant la mienne. Il est temps que quelqu'un l'arrête. À 15 heures, la sonnette de Sophie retentit. À travers l'interphone, une voix masculine demande de me parler. C'est Marc. Je ne descendrai pas. Je réponds sèchement. Céleste, s'il te plaît. 5 minutes. Juste 5 minutes. Contre l'avis de Sophie, je décide de l'affronter. Mieux vaut régler ça maintenant qu'attendre qu'il revienne sans cesse. Je le trouve sur le trottoir, l'air hagard, les cheveux en bataille. Il n'a visiblement pas dormi. Tant mieux. Céleste, merci d'être descendue. Écoute, ce qui s'est passé hier, Marc, c'est que j'ai découvert que mon mari me prostitue. Point final. Ce n'était pas de la prostitution. Il s'emporte, puis se reprend. C'était juste un dîner. Montclair voulait juste. Juste quoi? Ma voix porte dans toute la rue. Juste coucher avec moi? Juste m'humilier? Juste détruire notre mariage pour 100 000 euros? Tu ne comprends pas. Nous étions ruinés. La banque allait saisir la maison. Les huissiers. Et alors, on aurait vendu la maison. On aurait déménagé. On aurait tout recommencé. Mais ensemble, Marc, en tant que couple, avec quoi? J'ai perdu mon emploi il y a 6 mois. Mes commissions se sont effondrées. J'étais dans une impasse. Cette révélation me laisse sans voix quelques secondes. Marc au chômage depuis 6 mois? Comment a-t-il pu me cacher ça? Tu mentais tous les matins en prétendant aller travailler? Il baisse la tête, honteux. Je cherchais du travail. Je ne voulais pas t'inquiéter. M'inquiéter? Marc, nous sommes mariés. Ton chômage, ce sont mes affaires aussi. Nos dettes, ce sont mes dettes aussi. Notre avenir, c'est mon avenir aussi. Tu n'avais pas le droit de décider seul. Je voulais te protéger. Me protéger en me vendant à un pervers? Bravo! Magnifique protection. Les passants commencent à s'arrêter, attirés par nos éclats de voix. Marc s'en aperçoit et baisse le ton. Rentre à la maison. S'il te plaît, on peut encore sauver notre mariage. Sauver notre mariage? Marc, il n'y a plus de mariage. Il n'y a plus rien. Tu as tout détruit. Et les enfants? Tu y penses aux enfants? Ils ont besoin de leur père. Les enfants auront leur père. Un père qui viendra les voir le week-end, qui paiera une pension alimentaire et qui leur expliquera pourquoi il a préféré vendre leur mère plutôt que de dire la vérité. Céleste, tu es en colère? C'est normal. Mais dans quelques jours, quand tu auras réfléchi,
Dans quelques jours, Mark, tu recevras les papiers de divorce. Et crois-moi, après ce que tu as fait, tu n'auras pas la garde partagée. Son visage se durcit. Tu ne peux pas m'empêcher de voir mes enfants. Un homme qui prostitue sa femme n'est pas un bon père. N'importe quel juge le comprendra. Je n'ai jamais prostitué. Tu as esprit de l'argent pour que je couche avec un autre homme. Je hurle maintenant, et toute la rue nous regarde. Comment tu appelles ça? Du mécénat? De la philanthropie? Mark recule, déstabilisé par ma violence. Il n'a jamais vu cette facette de moi. La Céleste douce et compréhensive a disparu, remplacée par une femme que la trahison a rendue impitoyable. Tu me dégoûtes, je continue plus calmement, mais avec une froideur qui le fait frissonner. Tu me dégoûtes physiquement. L'idée que tu m'aies touché après avoir négocié avec Montclair me donne envie de vomir. Céleste, va-t'en, Mark, va-t'en avant que j'appelle la police. La police? Mais pourquoi? Je n'ai rien fait d'illégal. Tentative de proxénétisme. Complicité de tentative de viol. Violence conjugale psychologique. Tu veux que je continue? Il pâlit. Visiblement, il n'avait pas envisagé les implications légales de ces actes. Tu n'oseras jamais porter plainte. Le scandale? Le scandale? Mark, après ce qui s'est passé hier au Bristol, tout Paris va bientôt savoir qui tu es vraiment. Le scandale a déjà commencé. Je tourne les talons et remonte chez Sophie, le laissant seul sur le trottoir avec ses remords et ses illusions perdues. Sophie m'accueille avec une tasse de thé et un sourire triste. « Ça va ?»« Non, ça ne va pas. Mais ça ira. Dis-moi que tu as du nouveau sur Montclair. »« Justement, oui. Mon contact journaliste a trouvé 2 autres femmes prêtes à témoigner. Anonymement pour l'instant, mais c'est déjà ça. Et il y a autre chose. »« Quoi ?»« Montclair a appelé ton mari ce matin. Il exige d'être remboursé. Il menace aussi de porter plainte pour escroquerie et de révéler toute l'affaire dans la presse si Mark ne lui rend pas son argent. » Un sourire glacé tire mes lèvres. Parfait. Qu'ils se battent entre eux. Pendant ce temps, on prépare notre dossier. Le soir, en couchant les enfants dans la chambre d'amis de Sophie, Emma me demande « Maman, est-ce que papa et toi, vous allez vous réconcilier comme dans les films ?» Je caresse ses cheveux blonds en cherchant les mots justes. Parfois, ma chérie, les adultes font des choses tellement graves qu'on ne peut pas revenir en arrière. Même avec beaucoup d'amour. Papa t'a fait mal? Oui, ma puce. Papa m'a fait très mal. Alors il faut qu'il aille au coin. Si seulement c'était si simple, en quelque sorte, oui. Papa va aller au coin pendant très longtemps. Cette nuit-là, une fois les enfants endormis, Sophie et moi planifions la suite des opérations. Demain, j'irai voir un avocat. Après-demain, je déposerai officiellement plainte contre Mark et Montclair. Mais avant tout cela, j'ai une dernière chose à faire. Un dernier message à envoyer à Mark. Un message qui marquera définitivement la fin de notre histoire et le début de sa chute. Car si Mark croit que 100 000 € était le prix de ma soumission, il va découvrir que sa trahison n'a pas de prix, et qu'une femme blessée peut devenir l'ennemi le plus redoutable qui soit. Le temps des larmes est fini. L'heure de la justice a sonné. Chapitre 5. La machine de guerre. Savez-vous à quoi ressemble le bureau d'un avocat spécialisé en droit de la famille un lundi matin? À un champ de bataille où les rêves brisés viennent chercher justice. Maître Valérie Chêne me reçoit dans son cabinet du 7e arrondissement, ses yeux noirs scrutant les documents que je dépose devant elle avec la précision d'un chirurgien. Madame Moreau, j'ai rarement vu un dossier aussi explicite. Elle repose les emails entre Mark et Montclair. Votre mari s'est mis dans une situation juridique très délicate. Délicate? Je ricane. Il a tenté de me prostituer. Techniquement, nous parlons de proxénétisme ou du moins de tentative. Le fait qu'il y ait eu transaction financière et préméditation aggrave considérablement son cas. Maître Chêne me détaille les options qui s'offrent à moi. Divorce pour faute avec demande de dommages-intérêts, dépôt de plainte pénale, demande de garde exclusive des enfants. Chaque possibilité résonne dans ma tête comme une note de musique dans la symphonie de ma vengeance. Combien de temps pour obtenir le divorce? 6 mois minimum si votre mari ne conteste pas, ce qui m'étonnerait vu les circonstances. 1 an à 18 mois s'il fait de la résistance. Et la plainte pénale? Plus complexe. Le proxénétisme étant un délit, votre mari risque jusqu'à 7 ans de prison et 150 000 € d'amende. Mais il faudra prouver l'intention de vous contraindre. J'ai été contrainte par omission. Il ne m'a rien dit, donc je ne pouvais pas consentir. Maître Chêne hoche la tête avec approbation.
Exactement. Votre ignorance de la transaction constitue une forme de contrainte. Et concernant Montclair, je veux qu'il paye aussi. Cet homme a un système rodé pour s'approprier les épouses d'hommes endettés. Il faut l'arrêter. Nous pouvons porter plainte pour tentative de viol par contrainte morale et corruption. Avec votre témoignage et ceux des autres femmes, quelles autres femmes? Maître Chêne sourit. Maître Dubois, l'avocat de votre mari, m'a contacté hier. Il semblerait que vous ayez créé un précédent au Bristol. 2 femmes se sont manifestées depuis, prêtes à témoigner contre Montclair. Votre courage leur a donné le leur. Cette nouvelle me réchauffe le cœur. Je ne suis plus seul dans ce combat. Il y a autre chose, continue l'avocate. Montclair a effectivement exigé le remboursement de votre mari. Marc refuse, prétendant avoir rempli sa part du contrat en vous amenant au rendez-vous. Ils sont maintenant en conflit ouvert. Parfait. Pendant qu'ils se battent, on les enterre tous les 2. En sortant du cabinet, je sens une détermination nouvelle m'habiter. Pendant 12 ans, j'ai été l'épouse parfaite, celle qui fait confiance aveuglément, qui pardonne tout, qui passe après le travail, les soucis, les petits mensonges. Cette femme-là est morte hier soir au Bristol. Mon téléphone vibre. Un message de Marc. Céleste, il faut absolument qu'on parle. Montclair me menace. Il dit qu'il va tout révéler dans la presse si je ne lui rends pas son argent. Nos enfants vont voir leur nom dans les journaux. Réfléchis. Sa lâcheté me sidère. Même maintenant, il ne pense qu'à sauver sa peau. Je réponds, nos enfants verront surtout que leur mère s'est battue pour sa dignité. Assume tes choix. Marc? Sa réponse arrive immédiatement. Tu ne peux pas me laisser tomber. Pas après 12 ans de mariage. Tu m'as laissé tomber le jour où tu as décidé que j'étais à vendre. Débrouille-toi. Je bloque son numéro. Fini les négociations. Fini les explications. Maintenant, on communique uniquement par avocat. Sophie m'attend dans un café près du cabinet avec des nouvelles fraîches. Son ami journaliste a publié un article à charge contre Montclair dans le magazine Révélation. Le titre fait froid dans le dos. Antoine Montclair, le collectionneur de femmes mariées. L'article sort demain. Manon Sophie. Montclair ne s'y attend pas. Il va prendre une gifle médiatique monumentale. Et Marc? Il n'est pas nommé directement, mais l'article évoque plusieurs maris complices et un réseau de proxénétisme déguisé. Les lecteurs feront vite le rapprochement avec l'incident du Bristol. L'après-midi, je récupère les enfants à l'école. Emma me saute au cou comme d'habitude, mais Thomas garde ses distances. À 10 ans, il commence à comprendre que notre vie de famille vole en éclats, et il m'en veut de bouleverser son univers. « Maman, quand est-ce qu'on rentre à la maison ?» demande Emma en chemin. « Nous ne rentrons pas, ma chérie. Nous allons vivre ailleurs maintenant. »« Et papa ?»« Papa vivra dans l'ancienne maison. Vous irez le voir quand vous voudrez. » Thomas explose soudain. « Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu détruis tout? Papa dit que c'est ta faute si tout va mal. » Je m'arrête net au milieu du trottoir. Marc a déjà commencé à manipuler les enfants, à se présenter en victime. Cette tactique ignoble achève de me convaincre que j'ai raison de le combattre. « Thomas, regarde-moi. » Je m'agenouille devant lui. « Papa t'a dit ça? Il dit que tu es parti parce que tu ne l'aimes plus, que tu veux nous séparer de lui. Thomas, papa a fait quelque chose de très mal à maman. Quelque chose qu'on ne peut pas pardonner. Maman n'a pas le choix. Elle doit protéger notre famille. Mais nous, on était heureux avant. » Des larmes me montent aux yeux. Comment expliquer à un enfant que le bonheur qu'il croyait vivre n'était qu'illusion? Que son père mentait depuis des mois? Mon chéri, parfois les adultes cachent leurs problèmes aux enfants pour ne pas les inquiéter. Mais papa a caché des choses tellement graves que maman ne peut plus vivre avec lui. Comme quoi? Comme le fait qu'il a vendu des affaires à maman sans lui demander. Des affaires très importantes. Ce n'est pas totalement faux, et c'est adapté à son âge. Thomas semble réfléchir intensément. Papa a vendu tes bijoux? Si seulement, quelque chose comme ça, oui. Le soir, une fois les enfants couchés chez Sophie, je m'autorise un moment de faiblesse. Assise dans le canapé, une tisane à la main, je repense aux années heureuses. Marc qui me faisait rire avec ses imitations, nos week-ends en amoureux avant la naissance des enfants. C'est « je t'aime » chuchoté dans l'obscurité. Tout cela était-il du théâtre? À quel moment a-t-il cessé de m'aimer vraiment? Quand a-t-il commencé à me voir comme un objet monnayable? Sophie me tire de mes pensées moroses. « Tu as vu les infos ?» Elle allume la télévision. Le journal de 20 heures évoque l'affaire Montclair en ouverture.
Les images du Bristol où notre confrontation a eu lieu défilent à l'écran. Le journaliste parle de révélations explosives sur les méthodes du milliardaire et annonce de nouveaux témoignages accablants. Mon téléphone explose. Messages de connaissances, d'anciennes collègues, de voisins. Certains me soutiennent, d'autres sont curieux, quelques-uns carrément voyeurs. Je coupe le téléphone et demande à Sophie de filtrer. « Tu réalises ce que tu as déclenché ?» me dit-elle. « Dans 48 heures, toute la France connaîtra ton histoire. » Tant mieux. Plus il y aura de publicité autour de cette affaire, plus d'autres femmes oseront parler. Montclair ne pourra plus sévir impunément. Le lendemain matin, l'article de révélation fait l'effet d'une bombe. Les réseaux sociaux s'enflamment, les autres médias reprennent l'information. Montclair devient en quelques heures l'homme le plus détesté de France. Maître Chen m'appelle vers midi. « Madame Moreau, nous avons un problème. Montclair menace de porter plainte contre vous pour diffamation et atteinte à la vie privée. » Qu'il porte plainte. J'ai les preuves de tout ce que j'avance. Il prétend aussi que vous l'avez agressé au Bristol, qu'il y a eu tentative de chantage. Il retourne la situation en sa faveur. Et les témoins, les enregistrements de Sophie, tout cela joue en notre faveur, mais Montclair a les moyens de nous pourrir la vie en justice pendant des années. Il faut vous attendre à une guerre juridique longue et coûteuse. Combien? Entre les frais d'avocat, les expertises, les contre-attaques, comptez au minimum 50 000 euros. Plus si l'affaire traîne. 50 000 euros que je n'ai pas. Marc a hypothéqué notre maison, vidé nos comptes, et je n'ai aucun revenu personnel. Pour la première fois depuis le début de cette guerre, je réalise que la justice a un prix que je ne peux peut-être pas payer. Il y a une solution, continue Maître Chen. Plusieurs médias proposent de financer votre défense en échange de l'exclusivité de votre témoignage. Vous pourriez raconter votre histoire, révéler les détails, devenir un phénomène médiatique. C'est une possibilité. Votre histoire touche beaucoup de femmes. Vous pourriez devenir le symbole de la lutte contre ces prédateurs. Symbole? Moi qui voulais juste récupérer ma dignité, voilà qu'on me propose de devenir une icône féministe. L'idée me donne le vertige. L'après-midi, Marc débarque chez Sophie sans prévenir. Il a l'air hagard, mal rasé, et porte les mêmes vêtements que la veille. « Céleste, tu ne peux pas me faire ça ?» Il agite un journal. « Regarde, il parle de moi partout. Mes parents ont appelé. Mes frères? Tout le monde sait. » Tout le monde sait quoi? Que tu as voulu prostituer ta femme? Il parle d'un réseau de maris proxénètes. Mes enfants vont être harcelés à l'école. Tes enfants? Ce sont nos enfants. Marc? Et s'ils sont harcelés? C'est à cause de TON comportement. Sophie intervient. Marc, vous n'avez rien à faire ici. Partez avant que j'appelle la police. Sophie, mêlez-vous de vos affaires. C'est entre ma femme et moi. Votre femme? Je ricane. Votre femme, vous l'avez vendue. Je ne suis plus votre femme. Marc devient rouge de colère. Tu crois que c'est facile pour moi? Tu crois que j'ai pris cette décision de gaieté de cœur? J'étais au bout du rouleau. Au bout du rouleau? Alors on vend sa femme? C'est ça. Ta solution? Montclair m'a dit que ce ne serait qu'un dîner, qu'il voulait juste parler, te connaître. Et tu l'as cru? Ma voix résonne dans tout l'appartement. Tu as cru qu'un homme payait 100 000 euros juste pour parler? À quoi tu pensais? Marc? Il baisse la tête, vaincu. Je ne pensais plus. J'étais désespéré. Tu étais lâche. Tu es lâche. Et maintenant, tu assumes les conséquences de ta lâcheté. Céleste, s'il te plaît, si tu retires ta plainte, si tu fais machine arrière, Montclair accepte d'étouffer l'affaire. On peut tout oublier? Tout oublier? Je le regarde avec dégoût. Oublier que mon mari m'a trahi? Oublier que tu m'as menti pendant des mois? Oublier que tu m'as considéré comme une marchandise? Non, Marc, moi, je n'oublie pas. Il tente une dernière approche, plus sournoise. Et les enfants? Tu y penses? Dans 10 ans, ils découvriront cette histoire sur Internet. Ils sauront ce que leur père a fait, mais aussi ce que leur mère a fait en s'exhibant dans tous les médias. Cette attaque me fait mal, car elle contient une part de vérité. Mes enfants grandiront effectivement avec cette histoire. Ils devront porter ce fardeau. Mais ma détermination reste intacte. Dans 10 ans, Marc, nos enfants seront fiers que leur mère se soit battue. Ils comprendront qu'on ne laisse personne nous humilier, même pas quelqu'un qu'on aime. Et ils sauront qu'une femme vaut plus que 100 000 euros. Marc sort de chez Sophie en claquant la porte. Par la fenêtre, je le vois monter dans une voiture que je ne reconnais pas.
Une voiture de luxe avec un chauffeur. Montclair? Marc s'allie-t-il maintenant avec son ancien client pour m'abattre? Cette pensée me glace le sang. Si Marc et Montclair unissent leurs forces contre moi, je vais avoir besoin de tous mes alliés, et peut-être même de quelques miracles. Car la guerre ne fait que commencer, et l'ennemi vient de montrer qu'il était prêt à tout pour me faire taire. Chapitre 6. L'étau se resserre. Avez-vous déjà ressenti cette sensation particulière quand vous comprenez que vos ennemis se lient contre vous? Le lendemain de la visite de Marc, je découvre l'ampleur de la contre-offensive orchestrée par Montclair. L'homme d'affaires n'a pas bâti son empire en se laissant faire, et sa riposte est aussi vicieuse qu'efficace. Tout commence par un coup de fil de Maître Chêne à 7 heures du matin. « Madame Moreau, nous avons un gros problème. Montclair a déposé plainte contre vous pour chantage, diffamation et tentative d'extorsion de fonds. Il prétend que vous avez orchestré toute cette affaire pour lui soutirer de l'argent. » Quoi? Je n'arrive pas à réaliser l'énormité de cette accusation. Mais il a toutes les preuves. Les emails, les virements. Il retourne la situation. Selon sa version, c'est vous qui avez poussé votre mari à le contacter. Vous auriez monté un piège pour le compromettre puis le faire chanter. C'est grotesque. Pourquoi j'aurais fait ça? Pour l'argent? Selon lui. Il a fait fouiller dans vos finances. Vos dettes, le chômage caché de votre mari. Il présente tout ça comme des mobiles. Ma tête tourne. En quelques heures, je passe de victime à présumé coupable. Le génie de Montclair, c'est de retourner la réalité comme un gant, de transformer ses crimes en légitime défense. Il y a pire, continue l'avocate. 3 journaux ont publié ce matin des articles remettant en cause votre version des faits. Des témoins anonymes affirment que vous étiez consentante, que vous aviez négocié personnellement avec Montclair. Je raccroche et me précipite sur Internet. Les titres me sautent au visage comme autant de gifles. L'épouse qui accusait, chantage ou vengeance, a fait Montclair, la vérité serait-elle ailleurs, quand la victime devient bourreau. Les commentaires sous les articles sont encore pires. Les internautes, hier solidaires, se retournent maintenant contre moi. On m'accuse de cupidité, de manipulation, de détruire un homme innocent pour de l'argent. En 24 heures, l'opinion publique a basculé. Sophie, qui lit par-dessus mon épaule, sifflante ses dents. Putain, il est fort. Très fort. Comment il a fait? Hier encore, tout le monde était avec moi. Montclair a des relations dans tous les médias. Il suffit de quelques coups de fil, de quelques annonceurs qui menacent de retirer leur publicité. Les journaux changent vite de position quand leur chiffre d'affaires est menacé. Mon téléphone n'arrête pas de sonner. Des journalistes qui veulent ma réaction, d'anciens amis qui prennent leur distance, ma sœur qui me demande si c'est vrai que j'ai tout inventé. Le doute s'insinue partout, contamine tout. Le plus dur, c'est l'appel de la directrice de l'école des enfants. « Madame Moreau, nous avons eu quelques incidents ce matin. Des parents d'élèves se posent des questions sur votre situation. Il serait peut-être préférable de garder Emma et Thomas à la maison quelques jours, le temps que les choses se calment. Mes enfants, punis à cause des mensonges de Montclair. Cette injustice me donne la nausée. Des incidents? Quel genre d'incidents? Thomas s'est battu dans la cour de récréation. Un camarade a dit que sa maman était « enfin, vous voyez », et Emma a été mise à l'écart par ses copines. Les parents leur ont peut-être dit des choses. Je raccroche, le cœur brisé. Mes enfants paient déjà le prix de cette guerre. Thomas, mon petit garçon qui ne ferait pas de mal à une mouche, a dû se battre pour défendre l'honneur de sa mère. Emma, ma petite princesse, découvre la cruauté du monde plus tôt que prévu. Quand je vais les chercher à l'école, Thomas m'ignore totalement. Il monte dans la voiture, boucle sa ceinture et regarde par la fenêtre sans un mot. Emma, elle, fond en larmes dès qu'elle me voit. « Maman, pourquoi m'a-t-il dit que tu es une méchante dame? Pourquoi Louis dit que papa va aller en prison? » Ma chérie, je la serre contre moi, cherchant mes mots. Il y a des adultes qui racontent des mensonges sur maman, mais ce ne sont que des mensonges. Alors pourquoi tout le monde les croit? Excellente question. Comment expliquer à un enfant de 8 ans que la vérité n'est pas toujours celle qui gagne? Que les menteurs avec de l'argent et du pouvoir peuvent parfois convaincre plus facilement que les victimes? Le soir, une fois les enfants couchés, Sophie et moi faisons le point sur la situation. Elle a passé la journée à appeler ses contacts dans les médias, à essayer de comprendre comment Montclair a réussi son coup. Il a été méticuleux, m'explique-t-elle. Il a fait appel à une agence de communication spécialisée dans la gestion de crise. Ils ont préparé un dossier avec de faux témoignages, des photos sorties de leur contexte, des preuves bidonnées. Quelles photos? Sophie hésite.
Des photos de toi au Bristol le soir de la confrontation, mais recadrées pour faire croire que tu souriais, que tu étais détendu, comme si tu participais volontairement à la transaction. C'est de la manipulation pure. Oui, mais efficace. Dans la guerre de l'image, Montclair a des armes que nous n'avons pas. Mon téléphone sonne. Marc, j'hésite à répondre, puis je décroche. Céleste, tu as vu les journaux? Sa voix semble différente, moins suppliante qu'hier. J'ai vu? Oui. Tu dois être content. Content? Tu rigoles? Ma réputation est détruite. Mes parents ne me parlent plus. Mes frères m'ont renié. Et alors? C'est ce que tu mérites. Céleste, écoute-moi. Montclair m'a fait une proposition. Un frisson glacé me parcourt l'échine. Quel genre de proposition? Si on retire nos plaintes, si on accepte de signer un accord de confidentialité, il nous donne de quoi repartir à zéro. Une somme importante. De quoi payer nos dettes et recommencer ailleurs. Combien? 500 000 euros. Le silence s'installe entre nous. 500 000 euros, c'est 5 fois plus que la somme initiale. Montclair me mesure, il sait que je suis acculé. Et en échange, on se tait. Pour toujours. On disparaît de la circulation. On change de ville. On recommence notre vie. En couple? Si tu veux. Oui, on peut essayer. Pour les enfants. L'offre est tentante. Recommencer ailleurs, loin de ce cauchemar médiatique, avec assez d'argent pour offrir un bel avenir à Emma et Thomas. Ne plus subir les regards, les chuchotements, l'opprobre public. Mais accepter cette offre, c'est aussi admettre que Montclair a gagné. C'est lui donner raison, lui permettre de continuer à détruire d'autres familles. C'est enseigner à mes enfants qu'on peut tout acheter, même la vérité. Marc, est-ce que tu réalises ce que tu es en train de me proposer? Je te propose qu'on sauve notre famille. Tu me proposes de me vendre une deuxième fois. Hier pour 100 000, aujourd'hui pour 500 000. Tu ne changes pas. Céleste, sois réaliste. Regarde la situation. Plus personne ne te croit. Tes propres amis commencent à douter. C'est vrai, et ça me fait mal. Quelques connaissances m'ont effectivement envoyé des messages embarrassés, suggérant que peut-être j'avais mal interprété la situation, que sans doute Marc n'avait pas de mauvaises intentions. Et alors, ça ne change rien à la vérité. La vérité? Quelle vérité? Montclair a tellement d'influence qu'il peut la réécrire. Dans 6 mois, tout le monde sera convaincu que c'est toi la méchante. Alors je me battrai pendant 6 mois. Pendant 6 ans s'il le faut. Avec quel argent? Tu as vu les frais d'avocat? Tu as vu ce que ça va coûter? Sophie ne pourra pas t'héberger éternellement. Il marque un point. Mes économies fondent à vue d'œil. Maître Chêne réclame des provisions, et je n'ai aucun revenu. Marc, réponds-moi sincèrement. Tu crois vraiment que je suis dans mon tort? Un long silence. Puis, d'une voix presque inaudible. Non, tu es dans ton droit. Mais parfois, avoir raison ne suffit pas. Parfois, avoir raison, c'est tout ce qu'on a. Je raccroche et me tourne vers Sophie qui a suivi toute la conversation. Tu vas accepter? Jamais. Même si je dois finir à la rue, je n'accepterai jamais l'argent de ce salaud. Et si tu perds? Si dans 6 mois, tu n'as plus rien? Si les enfants te rejettent à cause du scandale? Si? Alors j'aurai perdu en me battant. C'est mieux que de gagner en se soumettant. Cette nuit-là, je ne trouve pas le sommeil. Par la fenêtre de la chambre d'amis, je regarde les lumières de Paris scintiller dans la nuit. Quelque part dans cette ville, Montclair dort probablement du sommeil du juste, convaincu que sa fortune lui donne tous les droits. Marc, lui, doit tourner en rond dans notre ancienne maison, rongé par la culpabilité mais tenté par l'appât du gain. Et moi, je me prépare à la bataille finale. Car je viens de comprendre quelque chose d'essentiel. Cette guerre ne concerne plus seulement ma dignité ou ma fierté. Elle concerne l'avenir de toutes les femmes qui, demain, pourraient se retrouver dans ma situation. Si j'accepte l'argent de Montclair, si je me tais, combien d'autres épouses seront vendues par leur mari? Combien d'autres familles seront détruites par ce prédateur? Non, je ne me tairai pas, même si cela doit me coûter tout ce que j'ai. Demain, je rencontrerai les journalistes qui acceptent encore de m'écouter. Je raconterai ma vérité, encore et encore, jusqu'à ce qu'elle redevienne évidente pour tous. Mais d'abord, je dois préparer mes enfants à ce qui nous attend, car la tempête qui approche risque de tous nous emporter. Et cette fois, Montclair ne nous fera pas de cadeau. Chapitre 7. La vérité libératrice. Y a-t-il quelque chose de plus effrayant qu'une femme qui n'a plus rien à perdre? Ce matin-là,
En me réveillant dans le petit appartement que j'ai loué avec mes dernières économies, je réalise que j'ai enfin trouvé ma force. Mes enfants dorment encore dans leur nouvelle chambre, épuisés par des semaines de bataille médiatique. Emma s'est habituée au changement avec la résilience de l'enfance, mais Thomas reste distant, blessé par l'incompréhension du monde adulte. 3 mois se sont écoulés depuis cette soirée au Bristol qui a changé ma vie. 3 mois de guerre juridique, de manipulation médiatique, de pression de toutes sortes. Montclair et Marc ont multiplié les offensives. Faux témoignages, chantage financier, menaces voilées. Mais ils ont commis une erreur. Une seule qui va leur coûter cher. Sophie débarque dans ma cuisine avec un sourire que je ne lui ai pas vu depuis des semaines. « Céleste, on les tient. »« De quoi tu parles ?»« Mon contact à la police judiciaire. L'enquête sur Montclair a avancé. Ils ont perquisitionné ses bureaux hier et ils ont trouvé le dossier. »« Quel dossier ?»« Le carnet noir dont nous parlait l'ancien employé. Montclair gardait effectivement des fiches détaillées sur toutes ses victimes. Non, photos, prix négociés avec les maris. Tout y est. Mon cœur s'emballe. Combien de femmes? 17 sur les 5 dernières années. 17 épouses vendues par leur mari, avec preuve à l'appui. Certaines ont accepté la transaction par contrainte, d'autres ont fui. Quelques-unes ont tenté de résister. Et Marc? Il figure dans le dossier comme prospect très prometteur, épouse exceptionnelle. Montclair avait prévu de te collectionner depuis plus d'1 an. Il connaissait vos difficultés financières avant même Marc. Cette révélation me glace le sang. Montclair me traquait comme un prédateur traque sa proie, attendant le moment propice pour frapper. Marc n'a été qu'un pion manipulé dans un jeu pervers qui me dépasse. Il y a mieux, continue Sophie. 3 des femmes du carnet ont accepté de témoigner à visage découvert. Elles ont vu ton courage à la télé, elles veulent se battre aussi. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai envie de pleurer de joie. Je ne suis plus seul. D'autres femmes ont trouvé la force de parler, de briser l'omerta qui protégeait ce prédateur. Mon téléphone sonne. Maître Chen. Madame Moreau, j'ai une excellente nouvelle. Le procureur vient de décider l'ouverture d'une information judiciaire contre Montclair pour proxénétisme aggravé et association de malfaiteurs. Les preuves sont accablantes. Et Marc? Votre mari va probablement échapper aux poursuites pénales en échange de sa coopération avec la justice. Il a accepté de témoigner contre Montclair. Une part de moi ressent du soulagement. Malgré tout ce qu'il m'a fait subir, Marc reste le père de mes enfants. Je ne voulais pas qu'il termine en prison. Et les procédures civiles? Montclair retire ses plaintes contre vous. Il ne peut plus maintenir sa version des faits face aux preuves. Votre divorce sera prononcé dans les semaines qui viennent avec dommages-intérêts substantiels. Après avoir raccroché, je m'effondre sur mon canapé. 3 mois de combat et enfin la victoire se dessine. Mais à quel prix? Mes enfants ont été traumatisés, ma réputation traînée dans la boue, mes nerfs mis à rude épreuve. L'après-midi, Marc demande à me voir. Nous nous retrouvons dans un café neutre, loin des regards indiscrets. Il a maigri, vieilli, ses cheveux ont blanchi aux tempes. Lui aussi a payé le prix de ses actes. Céleste, je ne sais pas par où commencer. Commence par la vérité. Toute la vérité. Il prend une profonde inspiration. Tu avais raison sur toute la ligne. Montclair m'a manipulé dès le début. Il connaissait notre situation financière, il savait que j'étais vulnérable. Il m'a fait croire que c'était la seule solution, que tu n'en saurais jamais rien. Tu y as vraiment cru? Au début, oui. J'étais tellement désespéré. Et puis, quand j'ai réalisé l'énormité de ce que je faisais, il était trop tard. Montclair me tenait. Il avait les preuves de notre accord. Il menaçait de tout révéler si je reculais. Alors tu as préféré me sacrifier. J'ai été lâche, infiniment lâche. Des larmes coulent sur ses joues. Tu me demandais la vérité? La voilà, je t'ai trahi par pure lâcheté. Pas par manque d'amour, pas par cupidité, par lâcheté. Cette confession me libère d'un poids immense. Pendant des mois, je me suis demandé ce que j'avais fait de mal, comment j'avais pu inspirer si peu de respect à l'homme que j'aimais. Maintenant je sais, ce n'était pas ma faute. Marc, est-ce que tu comprends que nous ne pourrons jamais revenir en arrière? Je sais, je le mérite. Mais les enfants t'aiment malgré tout. Tu resteras leur père. Mais moi, je ne serai plus jamais ta femme. Il acquiesce en silence, acceptant enfin la réalité de notre rupture. Il y a autre chose que tu dois savoir, continue-t-il. Montclair m'a contacté hier. Il m'offre 5 millions d'euros pour que je retire ma coopération avec la justice. 5 millions? Il panique.
Il sait que sans mon témoignage, son avocat peut encore retourner la situation. Mais avec mes aveux, il est fini. Et tu vas faire quoi? Marc me regarde droit dans les yeux. Je vais témoigner. Contre lui, contre son système, contre tout ce réseau de maris complices. C'est le minimum que je puisse faire pour me racheter. Cette décision me surprend. Le Marc que j'ai connu ces derniers mois aurait peut-être été tenté par ses 5 millions. Mais quelque chose a changé en lui. Pourquoi? Parce qu'hier soir, Thomas m'a demandé si j'étais fier de ce que j'avais fait. Et j'ai réalisé que mes enfants grandiront avec cette histoire. Je veux qu'ils puissent au moins se dire que leur père a fini par faire ce qu'il fallait. Le procès de Montclair s'ouvre 6 mois plus tard. Médiatisé à l'extrême, il devient le symbole de la lutte contre les violences faites aux femmes. Je témoigne pendant 2 jours, racontant ma vérité face aux caméras du monde entier. Les autres victimes défilent à la barre, révélant l'ampleur du système mis en place par Montclair. 17 femmes, 17 familles détruites, 17 vies brisées par la cupidité d'un prédateur. Marc témoigne lui aussi, assumant publiquement ses actes. Il décrit les mécanismes de manipulation de Montclair, la façon dont ce dernier repérait les couples en difficulté, comment il approchait les maris vulnérables. « J'ai été faible », déclare-t-il à la barre. « J'ai cru que l'amour pouvait justifier n'importe quoi, même l'injustifiable. Je me trompais. En voulant sauver ma famille, je l'ai détruite. » Montclair est condamné à 12 ans de prison ferme pour proxénétisme aggravé, blanchiment d'argent et association de malfaiteurs. Ses biens sont saisis pour indemniser les victimes. Son empire s'effondre en quelques mois. L'affaire fait jurisprudence. Une loi est votée pour durcir les sanctions contre le proxénétisme conjugal et protéger les époux vendus par leur mari. Mon histoire, notre histoire, change la législation française. Aujourd'hui, 2 ans après cette soirée au Bristol, je regarde mes enfants jouer dans notre nouveau jardin. Emma rit aux éclats sur sa balançoire. Thomas construit une cabane avec l'aide de son père. Car oui, Marc voit ses enfants. Nous avons divorcé, mais nous avons appris à redevenir des parents ensemble. Il a retrouvé du travail, remboursé une partie de ses dettes grâce aux dommages-intérêts obtenus lors du procès. Il suit une thérapie pour comprendre ses mécanismes de fuite et de mensonge. Nous ne serons jamais plus un couple, mais nous restons une famille éclatée qui fonctionne. Les enfants ont accepté cette nouvelle donne avec la sagesse de leur âge. Quant à moi, j'ai repris des études de droit. Je veux devenir avocate spécialisée dans la défense des femmes victimes de violences. Mon histoire m'a donné une vocation que je n'aurais jamais imaginée. Parfois, le soir, quand les enfants dorment, je repense à cette femme naïve qui croyait vivre un mariage parfait. Elle me semble si lointaine maintenant, cette Céleste d'avant qui faisait confiance aveuglément, qui pardonnait tout, qui se contentait d'être aimée. La Céleste d'aujourd'hui sait se battre. Elle a appris que la dignité ne se négocie pas, que l'amour véritable respecte, que certaines trahisons ne se pardonnent pas. J'ai découvert ma force dans la douleur, ma courage dans la peur, ma liberté dans l'abandon. C'est sans doute le plus beau cadeau que cette épreuve m'ait fait, me révéler à moi-même. Hier, j'ai reçu une lettre d'une jeune femme de Lyon. Son mari l'a approchée avec une proposition financière d'un homme d'affaires local. Elle a pensé à mon histoire, elle a dit non. Elle a porté plainte. Elle commence sa lettre par ces mots. « Madame Moreau, vous m'avez appris qu'une femme ne se vend pas, même pour sauver son couple, même pour de l'argent, même par amour. » Cette lettre me rappelle pourquoi j'ai mené ce combat. Pas seulement pour ma dignité, mais pour celle de toutes les femmes qui, demain, pourraient se retrouver face au même choix. Mon histoire n'est pas celle d'une victime. C'est l'histoire d'une femme qui a repris le contrôle de sa vie. Et c'est la plus belle victoire que je pouvais remporter. L'amour véritable ne demande jamais de sacrifice de soi. Il élève, il respecte, il protège. Tout le reste n'est que manipulation déguisée en sentiment. Cette histoire nous enseigne qu'aucune situation financière, aucune détresse, aucun amour ne peut justifier qu'on traite un être humain comme une marchandise. La dignité de chaque personne est inaliénable, invendable, non négociable. Parfois, la plus grande preuve d'amour qu'on puisse donner à quelqu'un, c'est de refuser de le laisser nous détruire, même si cela signifie le perdre pour toujours.